Bonjour à tous. Voilà, donc je suis Gérard Viossan, je suis un ex-chef de service du département du Lot, service ouvrage d'art. Et puis, je participe aujourd'hui à ce cluster pour parler de la réintégration de la maçonnerie dans le catalogue des techniques de construction contemporaines. Et je vais particulièrement parler de l'économie de la pierre. En fait, cette économie de la pierre, c'est en fait des siècles d'usage oubliés. Cette économie a façonné les constructions pendant des siècles, a donné des identités à des territoires entiers, et il faut savoir qu'elle reste encore aujourd'hui la structure la plus importante des patrimoines routiers en service. Des pertes d'usage, en fait, sont liées à les événements, comme par exemple les pertes de savoir-faire dues aux guerres 14-18, 39-45, avec la disparition de nombreux artisans sachants qui maîtrisaient ces techniques-là, le bois, la maçonnerie. Ensuite, au développement économique des années 1960, avec des ruptures de transmission professionnelle dues aux faits précédents sur des matériaux traditionnels et la mise en avant des matériaux modernes comme le ciment, l'armature, le métal développé par l'industrie la fin du 19e siècle. Et puis tout ceci pour une reconstruction rapide et économique du territoire. Il faut aussi noter la disparition progressive des services prescripteurs qui maîtrisaient ces techniques et avaient des savoir-faire résiduels et qui quand même qu'aujourd'hui commencent à revenir. 1960-1976, c'est l'ère du tourbéton. Là, c'est l'ère du tout métal. Peu de réflexion environnementale sur ces techniques-là. En 1976, un premier choc pétrolier fait prendre conscience de la rareté des ressources. Les premières lois environnementales arrivent après 1980. Puis par la suite, dans les années 90-2020, la prise de conscience d'un réchauffement climatique, l'amorce d'une réflexion sur la notion d'investissement durable et la transition écologique qui va arriver. Cette économie, actuellement, elle est parfois dictée par une vision de très court terme. On peut observer certains donneurs d'ordre qui traduisent leurs besoins à travers un maître d'œuvre, mais avec une approche parfois minimaliste à court terme. L'objectif étant d'assurer un projet viable à une date donnée pour une durée de vie qui n'est pas précisée. Cette réflexion a ses limites et des questions manquent. Quelle durée de vie de ce projet? Sur des éléments fondamentaux. Le revêtement peut-être est une chose, mais le mur qui est dessous, c'en est une autre. Quel est le retour sur le territoire de l'investissement? Quel est le niveau d'entretien accepté sur une durée de vie de l'ouvrage? Quelle est la valeur patrimoniale? Y a-t-il un enjeu de paysage, de territoire? Quelle est la perception des usagers et des citoyens sur cet investissement? On observe aussi une prise de conscience d'un investissement qui pourrait être plus durable. Avec le recul de la gestion des patrimoines, on s'est rendu compte que la seule économie de marché exacerbée qui va rechercher la moindre économie de matière pour remporter une affaire n'est pas cohérente pour des ouvrages dont la nécessaire robustesse et durabilité relèvent d'une toute autre approche. On sait aujourd'hui que la durée de vie des pierres, c'est au-delà de 200 ans, quand elles ont été bien calibrées, bien construites au départ. Et on a misé des durées de vie de 80 ans, 100 ans pour d'autres patrimoines. Mais quand même aujourd'hui, on peut se poser aussi la question, est-ce que la durée de vie de 80-100 ans n'est pas trop faible? Avoir l'argent qu'on va dépenser déjà aujourd'hui pour tout un tas de patrimoines qui arrivent à 80 ans de durée de vie et dont on n'a pas forcément financièrement les disponibilités. On est condamné à construire durable et robuste. Alors, dans cette approche un peu différente, je pense que c'est au maître d'ouvrage à fixer ses orientations de développement durable, en voir comment, à travers un programme qui va définir les conditions de travail de l'ensemble de la chaîne de production, son maître d'œuvre et les entreprises. C'est vraiment le maître d'ouvrage qui doit fixer ses orientations dans ce programme. À mon avis, c'est le plus important. Et on va vite se rendre compte que l'économie de la pierre intègre parfaitement les notions de développement durable et de transition écologique. Si je pars sur l'économie, on va la connecter facilement avec l'ensemble des différentes notions comme l'écologie, la durabilité, un projet vivable,
un projet viable, un projet social et un projet équitable, tout ça intégrant parfaitement les notions de transition écologique. Alors, posons-nous ces différentes questions. Un projet de pierre est-il vivable et viable? Là-dessus, il n'y a pas de souci à se faire. Les centaines d'années d'expérience et d'usage de la maçonnerie attestent la viabilité et l'acceptation parfaite du matériau par les usagers et les citoyens. Preuve en est, le travail de paysage qui a été façonné par les paysans maçons, l'ensemble des ouvrages construits en maçonnerie par des bâtisseurs de toute une génération et des durées de vie de plus de 200 ans facilement atteintes. Et on bâtit toujours aujourd'hui en maçonnerie, la preuve en est l'image de ce mur en construction auprès d'un château. L'économie de la pierre est-elle durable? Parlons de la ressource. Nous avons sur certains territoires plus de 2 à 3 km de calcaire sous les pieds. Aucune dépendance de quelque autre territoire. Il y a 4700 carrières en France, 100 000 ont disparu quand même, mais il en reste 350 en production de pierre. Pour une raison de proximité de la production par rapport au site de construction, il faudra sans doute envisager de réouvrir des micro-carrières. C'est une autre porte qui sera ouverte plus tard. Tous les résidus de ce travail de la transformation de la pierre sont récupérables, il n'y a aucun déchet. La durabilité aussi, elle est par le matériau et aujourd'hui, tout un tas d'essais attestent de la qualité de la pierre. Ce sont des essais qui sont normés, qui traitent de la masse volumique, de la porosité, de la flexion et de la gélivité, par exemple. Donc on a aujourd'hui tout un tas d'essais qui nous garantissent que la pierre qu'on va utiliser sera durable. Bien sûr, l'économie de la pierre est aussi écologique. Et là, je laisserai Anne-Sophie Colas développer tout ce qu'est l'impact environnemental, le cycle de vie, le bilan carbone et toute l'économie circulaire qui va. Alors, bien sûr, on nous dit toujours la pierre, c'est cher. La pierre, ça coûte cher, c'est destiné à des ouvrages très particuliers. Mais je pense qu'il faut qu'on revienne un peu sur cette notion-là. On a fait l'expérience de coût comparé de 4 techniques, un mur de 3 mètres de haut, 10 mètres de long. On n'a pas parlé des débris en blanc, on les a évacués pour parler que du matériau numérique. Le coût comparé s'est fait avec un mur en voile béton armé pour une dépense de 22 900 €. Et ce qu'on s'est intéressé à faire, c'est d'indiquer dans la dépense qui est faite la proportion entre la main-d'œuvre, les matériaux et le matériel. Pour le voile béton armé, la main-d'œuvre, c'est 30% du coût de la dépense. Le même mur poids en béton, la part de la main-d'œuvre est de l'ordre de 40% pour une dépense légèrement supérieure. Pour la maçonnerie ourdée, la dépense qui s'envole entre guillemets à 10% de plus, la main-d'œuvre représente quand même 55% de l'investissement. Et pour un mur en pierre sèche, où là ça s'envole encore un peu plus à 15%, la main-d'œuvre représente 80% de l'investissement. À noter que sur les 2 derniers cas, j'ai intégré volontairement une part de sous-traitance, c'est-à-dire j'ai majoré de 10% l'étude qu'on a faite pour tenir compte que ces ouvrages peuvent se faire sous le biais de la sous-traitance. Ça veut dire aujourd'hui que l'investissement de la pierre, l'économie de la pierre, a aussi un rôle social qui fait partie d'un des piliers du développement durable. Et en fait, cet investissement sera le plus pertinent car ce sera celui qui va générer le plus grand nombre d'heures de travail auprès d'acteurs de proximité et en circuit court. Dans notre étude, le béton armé générait 110 heures de travail, la maçonnerie 170 heures pour 10% de plus et la pierre sèche 200 heures, 220 heures pour 15% de plus. Ça veut dire qu'avec un investissement réfléchi, la maçonnerie peut générer 50 à 100% en plus d'heures de travail sur un territoire avec des circuits courts, un matériau aux multiples avantages de développement durable. Le territoire est gagnant. La réintégration de la maçonnerie peut donc être un choix politique de la part du maître d'ouvrage. Le rôle social, ce sera bien sûr tout ce qui est création de métiers. Ces métiers existent, il faut les développer, avec des métiers qui sont aujourd'hui reconnus, avec des formations, les formations de la BPS, des certificats de qualification professionnelle qui aujourd'hui sont reconnus dans l'ensemble des partenaires. Et puis, la pierre, ce n'est pas un outil ancien, ce n'est pas une matière dépassée. Si, à travers les outils traditionnels,
que l'on trouve, qui vont façonner sur le terrain la pierre aujourd'hui est façonnée, pilotée par des opérateurs qui utilisent des machines à commande numérique. La pierre est vraiment le registre d'un matériau très moderne. Il faut aussi organiser cette économie au travers de quelque chose de plus responsable. J'entends responsabilité, notion d'équitable. Il faut que les bureaux d'études et les entreprises générales créent les conditions claires d'une collaboration efficace sur le plan technique, financier, avec des délais raisonnables, en travaillant avec des professions d'artisans maçons qui relèvent d'autres stratégies. Souvent, ce sont des professionnels isolés, des auto-entrepreneurs ou des toutes petites entreprises. Il faut exiger dans les cahiers des charges leur reconnaissance professionnelle et la faire respecter. Il faut une clarté des contrats. Il faut organiser une juste rémunération au réel des quantités exécutées en mettant en place une saine trésorerie avec ses sous-traitants. Et bien sûr, comme on est dans le domaine des ouvrages d'art, par exemple dans le cas des murs ou des ponts, il faut mettre en place les contrôles qualité qui relèvent de toutes les notions d'assurance qualité que l'on trouve dans toutes les économies. Pour les artisans maçons, l'économie de la pierre équitable, je dirais, et responsable, passe aussi par une nouvelle organisation. Ces artisans maçons doivent savoir s'organiser et accepter les règles d'une économie de marché avec sa part de formalisme et se structurer pour répondre aux besoins des maîtres d'ouvrage afin de pouvoir répondre aux commandes. Alors, ce n'est pas quelque chose de fondamental, mais c'est quelque chose d'important pour pouvoir bien travailler avec des grandes entreprises ou des PME. Ça passe par la production de plans d'assurance qualité, des notes de calcul, des procédures d'exécution d'implantation, des procédures d'exécution de pose, des PPSPS, tout un tas de documents qui font partie aujourd'hui des éléments qu'on apporte pour prouver que le chantier sera parfaitement réalisé, avec toute la traçabilité qui va avec. Et bien aussi, il y a une notion qui est très essentielle, c'est la notion de calcul de ces ouvrages-là. La pierre est aujourd'hui handicapée, c'est une observation que l'on fait régulièrement sur les territoires, par l'incapacité de certains bureaux d'études à dimensionner correctement les ouvrages. Méconnaissant ce produit-là, elles apportent généralement des solutions énormes au dimensionnement de la maçonnerie qui les écartent. Et ça, c'est un travail très important qu'il faut faire et qui va démarrer certainement à travers le projet national Dolmen, où le rôle des scientifiques sera de remettre à niveau pour la chaîne des intervenants tous les outils de dimensionnement des ouvrages en maçonnerie, de façon à ce qu'on partage tous une culture commune du dimensionnement et des comportements de ces ouvrages-là. C'est très important, c'est une base, je pense, de l'avenir du développement de la maçonnerie. Et bien sûr, l'économie, toujours plus responsable et équitable, doit passer par la formation des maîtres d'œuvre et des assistants à maîtrise d'ouvrage. Il faut absolument réintroduire ces techniques dans les projets avec les bons réflexes. Et bien sûr, développer des formations dans les écoles où la maçonnerie est quand même assez régulièrement oubliée. Et pour terminer, je parlerai du rôle des maîtres d'ouvrage. C'est dans l'élaboration des programmes et des choix fondamentaux qui vont motiver un investissement orienté vers la maçonnerie qu'on arrivera à réintégrer cette économie. Bien sûr, quand le contexte s'y prête. Et il faut aussi ne pas hésiter à faire des analyses sur le retour de ces investissements. En conclusion, donc, la maçonnerie ne remplacera pas le béton ni d'autres structures, mais elle doit absolument retrouver sa place dans l'art de construire avec une économie à réhabiliter dans les territoires adaptés à cela, et surtout en parfaite adéquation avec la transition écologique.